beaucoup. Bon, ça y est, la pression est mise. On va essayer d'être à la hauteur. Tout d'abord, je voudrais remercier Pascal Radoué et Antoine Roger pour leur invitation. Je suis très heureux de venir à Bordeaux, devant un public aussi nombreux. Donc, c'est pas toujours le cas à Paris. Pour vous parler de l'analyse de réseau et une application particulière aux relations internationales, aux phénomènes transnationaux. Alors, j'essaie de ne pas dire trop de bêtises, parce qu'il y a quelques internationalistes éminents dans cette salle. Donc, c'est aussi un domaine où il y a beaucoup de choses. C'est aussi construit un peu théoriquement. On verra. On verra. Alors, très vite, je risque d'être un peu long, parce que je suis obligé de faire un détour par le niveau, on va dire, domestique. Pour mieux préciser ce que je dis. Mais si jamais je serai interrompu, en temps et en heure, je risque d'utiliser certains termes techniques en termes d'analyse de réseau. Certains, pour maintenant, me paraissent tellement communs que j'oublie qu'ils ne sont pas forcément évidents pour tout le monde. Donc je vous propose de m'interrompre si j'emploie des termes techniques qui vous sont totalement abscons. Ça prendra 2 secondes pour les expliquer, ce sera plus clair pour tout le monde. Donc l'analyse de réseau et les phénomènes transnationaux, c'est à ma connaissance, et ma connaissance qui est un peu rudimentaire parce que je ne connais pas tout, à ma connaissance c'est quand même un phénomène assez récent. On a 2 principales branches, 2 principaux courants qui s'ignorent presque totalement. C'est d'une part l'approche issue des études migratoires et d'autre part les réseaux d'affaires transnationaux. Alors ici je parle vraiment de l'analyse de réseau dans son sens mathématique, pas des analyses de réseau qui peuvent être faites de manière strictement qualitative au sens où ça ne recourrait pas à un instrument mathématique. Là, quand je parle d'analyse de réseau, c'est vraiment l'instrument statistique tel qu'il est développé en mathématiques. Donc, je ne parlerai pas des approches migratoires, mais elles sont plutôt centrées sur des réseaux personnels, c'est-à-dire égocentrés. On part d'un individu et on regarde ses relations. Éventuellement, en forme de boule de neige, on part d'un groupe d'individus et on regarde leurs relations. À la différence du réseau complet qui va être utilisé dans les réseaux d'affaires, où là on détermine préalablement un corpus d'individus, de firmes, enfin ce que vous voulez, en tous les cas d'objets, dont on va étudier les relations. Et on regarde toutes les relations qui existent entre eux, à l'exclusion de toute autre relation qui pourrait exister à l'extérieur des membres de ce groupe. Donc c'est 2 paradigmes dans l'analyse de réseau qui sont très différents. Alors qu'on peut coupler, évidemment, mais qui n'amènent pas du tout aux mêmes mesures. J'en parlais tout à l'heure, par exemple, on ne fait pas de calcul de densité dans des réseaux égocentrés, c'est-à-dire on ne calcule pas le nombre de relations existantes sur le nombre de relations possibles, et ça une densité, dans des réseaux égocentrés parce que ça n'a pas de sens. Voilà un petit terme technique, mais j'y reviendrai. Donc, 2 principaux courants qui sont nés dans les années 80 pour l'analyse de réseaux d'affaires, et dans les années plutôt 90 pour les études migratoires. Je vous parlerai aujourd'hui des réseaux d'affaires, parce que c'est ceux sur lesquels je travaille, c'est ceux que je connais le mieux. La première étude datant de 1982. Alors rapidement, des exemples de réseaux. Voilà, une représentation graphique de réseaux égocentrés de migrants, donc des Chinois à Barcelone, et quelles sont leurs relations à travers le monde. Donc voilà une façon de représenter ce qu'on a coutume d'appeler la diaspora chinoise. Et là, c'est à partir de réseaux personnels de migrants chinois à Barcelone. Un autre réseau transnational, alors qu'on n'avait pas pensé. Est-ce qu'on voit suffisamment? Il faut peut-être baisser un peu la lumière. Alors attendez. C'est bon? En rouge, alors ça c'est dans notre article dans la RFSP en 2006, on avait fait en fait c'est un réseau transnational, et qu'on n'avait pas pensé comme ça à l'époque. C'est un réseau qui représente en fait les opérateurs de téléphonie mobile, en rouge, et les licences qu'ils détiennent, licences
de téléphonie mobile qu'ils détiennent dans les différents pays européens, qui sont ici indiqués en bleu. Okay. Donc voilà, c'est une manière de. C'est un réseau, en l'occurrence, qu'on peut qualifier de transnational, puisque ça met en présence voilà, des entreprises qui ont des intérêts, des activités dans différents pays. Les réseaux dont je vais vous parler aujourd'hui, ça c'est un réseau aussi transnational, au sens où ce sont les réseaux entre conseils d'administration des grandes entreprises européennes. Les ronds, ce sont des grandes entreprises, ou plutôt le conseil d'administration, la direction générale et la direction exécutive des grandes entreprises. Et les lignes sont en fait des administrateurs ou des dirigeants que deux entreprises ont en commun. Donc, vous voyez, ça a l'air d'être relativement dense. Je vais revenir là-dessus tout à l'heure, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Les couleurs indiquent en fait les nationalités, ou plus exactement les indices boursiers auxquels les entreprises appartiennent. En bleu, c'est les entreprises du CAC 40, qui est le principal indice boursier de la Bourse de Paris. En gris, c'est le DAX 30 pour l'Allemagne. En vert, c'est le MIB 40 pour l'Italie. Alors, ce que vous ne voyez pas bien au centre, en orange et en jaune, c'est l'AX pour les Pays-Bas, et en jaune, c'est le BEL 20 pour la Belgique. Okay. Donc, là, on a une représentation des relations, non seulement entre entreprises, mais aussi entre entreprises, on va dire, entre guillemets, de nationalités différentes. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Donc, l'étude des relations, l'analyse de réseau appliquée au conseil d'administration des grandes entreprises, ça a un nom. C'est l'Interlocking Directorate Studies. C'est vieux. C'est aussi vieux que l'analyse de réseau, voire plus. Puisque les premières études datent du début du XXe siècle, la toute première étant celle d'un Allemand, Otto Jedels, en 1905, qui étudie en fait les relations d'affaires de 6 grandes banques berlinoises avec l'industrie allemande. C'est-à-dire en fait les administrateurs, les dirigeants de ces 6 grandes banques qui siègent dans les conseils d'administration des entreprises allemandes. L'autre étude, c'est celle du Peugeot Committee en 1913, qui est un comité de la Chambre des représentants américaine, qui a été institué suite à la crise financière de 1907 pour étudier les relations de la finance de Wall Street avec le reste de l'économie américaine, notamment le banquier JP Morgan. Le but de ces analyses, à l'époque, c'était de dénoncer le pouvoir de la finance, c'est-à-dire le pouvoir que les banquiers exerçaient sur le reste de l'économie, mais aussi les relations, ce qui était appelé des collusions entre certaines entreprises d'un même secteur, que ce soit dans l'acier ou que ce soit dans les chemins de fer. C'est à cette époque-là que naît l'expression Interlocking Directorate, qui est en fait une invention du comité Peugeot dans son rapport, et qu'on peut traduire par direction imbriquée. Alors ces analyses connaissent un développement assez lent, jusqu'aux années 70, je vais en revenir juste après, et elles sont surtout portées par des auteurs marxistes, essentiellement, ou des commissions d'enquête parlementaires ou gouvernementales. On ne voit pas bien ici, malheureusement. Il faudrait que j'arrive à trouver une meilleure... Donc ça, c'est le réseau tel que le comité Peugeot l'a reconstitué dans les années 1913. Donc c'est un réseau égocentré. On part de JP Morgan qui est ici, ainsi des quelques banques qui lui sont associées, et on fait le réseau. Que ce soit des participations au capital, que ce soit par des mandats d'administrateurs, que ce soit par des systèmes de prêts. Toutes les relations d'affaires possibles et inimaginables sont représentées dans ce réseau par des lignes qui partent de la banque vers d'autres entreprises. Hein, vous avez Carnegie, vous avez Chemical Bank, etc. Bon, vous avez d'autres, je ne les ai pas toutes en tête. Voilà, ça c'est un réseau, on va dire, c'est la naissance des réseaux interlocks. Les études interlocks, en fait, elles se développent essentiellement à partir de 1970. En partie, mais pas uniquement, du fait de l'informatisation des universités. C'est une manière de lutter contre le managérialisme. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais c'est le courant dominant aux États-Unis jusqu'aux années 70 pour penser les grandes entreprises. Et les études de réseau
vont énormément se développer aux États-Unis et aussi en Europe du Nord. Alors, dans les années 70, c'est quasiment un passage obligé. Il est rare d'avoir une année sans qu'un article interloque soit publié dans American Journal of Sociology, ou bien son concurrent, c'est The American Review, The Sociological American Review, enfin bref. Vous avez régulièrement des articles là-dessus dans les grandes revues, et surtout la revue qui fait référence maintenant en termes d'analyse de réseaux sociaux, Social Networks, née en 1979 avec un numéro complet sur les interlocks. C'est quelque chose, la France va rester à l'écart de ça. Et même aujourd'hui, en France, on a encore du mal à mesurer à quel point l'analyse de réseau appliquée aux grandes entreprises a été un courant très 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 fort de l'analyse de réseau. Parce qu'en France, on va passer à côté. La première étude française, ce sont les gestionnaires qui l'ont fait en 1988, qui paraît dans la revue de gestion, si je ne me trompe pas. Ensuite, c'est les gestionnaires dans les années 90 et les sociologues se mettent aux interlocks véritablement dans les années 2000. On passe à côté, complètement. Et pourtant, je ne pense pas que ça ait été méconnu. Bourdieu, alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais si vous prenez la noblesse d'État, vous regardez l'annexe 4 que je vous fais passer, vous avez une matrice. Page 518, je crois, vous pouvez la regarder. Une matrice d'analyse de réseau, c'est-à-dire un tableau dans lequel vous croisez des individus avec des entreprises. Et lorsque l'individu siège au conseil d'administration d'une entreprise, on fait une croix. Voilà. C'est une matrice d'analyse de réseau internet. Bourdieu qui est réputé pour avoir été très critique de l'analyse de réseau, lui-même en fait a fait une analyse de réseau, même s'il n'a pas fait de graphe. Il a fait la matrice, on peut tirer le graphe de la matrice qu'il a fait. Donc vous verrez, c'est l'annexe 4. Je ne pense pas que les interlocks ont été méconnus, enfin, étaient absolument inconnus aux intellectuels français, mais c'est resté très méconnu. En tous les cas, le mouvement aux États-Unis est très rapidement dépassé dans les années 1980-90 par le néo-institutionnalisme et la prédominance en fait, des approches fonctionnalistes. C'est-à-dire qu'on va étudier le comportement des firmes, l'analyse de réseau va être utilisée uniquement pour expliquer le comportement des firmes, y compris dans les rapports qu'elles ont avec le politique, par exemple, pour financer la vie politique américaine. Depuis les années 2000, on assiste à un très fort déclin aux États-Unis, un maintien de la tradition dans la plupart des pays d'Europe du Nord, où l'analyse était présente dans les années 70, et l'émergence dans le reste du monde, notamment en France, en Italie, mais en fait dans tous les autres pays. Alors, juste les principales grilles d'interprétation qui ont été développées, parce que ça va nous intéresser, nous, après au niveau transnational. Il y en a trois, essentiellement. D'une part, la cohésion des milieux d'affaires. Alors ça, c'est vraiment dans l'esprit soit marxiste de la classe dominante, c'est-à-dire on va essayer de prouver l'existence d'une classe capitaliste en disant que toutes les entreprises sont reliées les unes avec les autres par des administrateurs, donc on a une cohésion, donc on a un milieu, donc on a bien une classe capitaliste qui existe. Et d'autre part, une manière moniste, c'est-à-dire non directement marxiste, issue en fait de l'approche des élites développée par Wright Mills, qui est que voilà, les élites forment un groupe cohésif, sont dotés d'une relative unité. C'est la thèse que développe Mills dans The Power Elite. Et les intellectuels américains vont reprendre, suivant leur inclination politique, ou Mills ou le marxisme, pour qualifier à qui la classe capitaliste, à qui un inner circle, à qui une business community. On va jouer sur les mots, mais on va toujours rechercher une unité qui sera incarnée par ces réseaux d'affaires. Et ça va être mesuré sur ce dont je vous parlais tout à l'heure, la densité. En d'autres termes, si je reprends mon réseau ici, c'est un réseau complet, on a un certain nombre de relations, on a l'impression que tout le monde est en relation avec tout le monde, mais ce n'est pas le cas. D'accord ? En fait, il y a la densité est de 0,4. Ça veut dire, si je mettais en relation tous les nœuds avec tous les autres nœuds, j'aurais une densité de 100. Là, j'ai une densité de 4% sur l'ensemble du réseau, ce qui n'est pas énorme. C'est-à-dire qu'en fait, sur le nombre de liens possibles entre les nœuds,
La densité indique l'existant. En l'occurrence, 4%. D'accord? Là, c'est-à-dire j'ai 1200, ah non, j'ai un peu moins, je dois avoir 800 liens sur ces 4%, je ne sais pas. Ces 800 liens, c'est plus de 20 000 en plus. Bon, bref. Voilà. Donc la densité va servir à mesurer la cohésion d'un milieu social. Le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'influence sur les firmes. Aussi la problématique de la centralité bancaire dont je vous ai parlé tout au début. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut, à partir d'un réseau social, évaluer les relations de pouvoir. Là, on va se passer sur la centralité de degré. C'est-à-dire, on va dire que voilà, plus une banque, par exemple, a d'administrateurs qui siègent dans différentes entreprises, plus elle sera censée avoir du pouvoir. Tout ça, ça reste à démontrer. C'est pas parce que Michel Pébro siège au conseil de... Michel Pébro, président de BNP Paribas, ex-président de BNP Paribas, siège au conseil d'administration de Lafarge, qu'il a du pouvoir et qu'il dirige Lafarge. Mais, je vous explique la manière dont sont construites les interprétations. Vous allez avoir des choses plus subtiles, qui vont vous expliquer qu'en fait, il y a aussi des patrons d'entreprises industrielles qui siègent dans les conseils d'administration des banques, et que donc la relation de pouvoir peut s'inverser. Mais non, en fait, ça veut dire simplement que c'est au sein des banques que se réunissent et que se négocie l'allocation du capital. Pas simplement entre banquiers, mais aussi avec des industriels. Et la dernière visée, qui est une visée plutôt fonctionnaliste, qui est celle qui domine aujourd'hui dans les études Interlox, qui est d'une part l'analyse stratégique, c'est-à-dire on perçoit le réseau comme une ressource et les relations comme une ressource, notamment une ressource informationnelle, c'est-à-dire qu'on a des informations qui circulent par les administrateurs qui appartiennent à plusieurs conseils, et une interprétation néo-institutionnaliste centrée sur la maîtrise de l'environnement. C'est-à-dire, l'idée là est que les grandes entreprises sont des organisations qui ont besoin de maîtriser leur environnement, et le fait d'avoir un réseau étoffé permet de maîtriser différentes ressources, différentes informations, et surtout le comportement d'entités qui leur sont proches. Alors je vais faire juste un petit passage méthodologique important sur qu'est-ce que c'est qu'un réseau Interlock. Alors je vous ai mis une définition de Mark Mesrocky, qui a écrit en 1996 l'article un peu qui fait la synthèse, qui est aujourd'hui utilisé comme article de référence pour dire qu'est-ce que c'est que l'analyse Interlocks, et What do Interlocks do. Et la définition qu'il donne, voilà, un lien interlock existe quand une personne affiliée à une organisation siège au conseil d'administration d'une autre organisation. Donc ce n'est pas forcément une entreprise, mais c'est une institution. Pour les études Interlock, il s'agit généralement de réseaux complets. En fait, il s'agit presque exclusivement de réseaux complets, c'est-à-dire qu'on va toujours étudier un corpus d'institutions qu'on aura préalablement identifié. Donc tout l'enjeu, bien sûr, va être de déterminer les institutions qu'on va examiner. Ce sont des réseaux two modes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est vraiment technique. Ça veut dire que ce sont des réseaux qui sont formés de deux entités différentes. Un réseau, c'est quoi? C'est fondamentalement des points et des liens. D'accord? Là, on aura toujours des points et des liens, sauf qu'on aura deux types de points radicalement différents. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas être en relation avec les uns et avec les autres. C'est ça un réseau two modes. En l'occurrence, ce sont des individus et des institutions, des entreprises. On considère que les individus et les entreprises ne sont pas des entités équivalentes et qu'il est nécessaire de les distinguer. Pour la bonne et simple raison que l'individu siège au conseil d'administration d'une entreprise et non pas l'entreprise. Alors, légalement, une entreprise peut être administratrice d'une autre, mais elle est toujours représentée par un individu physique. Donc, dans l'analyse, c'est ce que je vous montre là. Là, c'est le réseau Interlock du CAC 40 au 31/12/2010. Donc, en rouge, vous avez les individus et en bleu, vous avez les entreprises. C'est-à-dire que vous avez à chaque fois un individu. Là, c'est Félix Patine, un ancien associé gérant de Lazare, qui siège entre LVMH et Publicis. Qui siège en fait au conseil d'administration de LVMH et au conseil de surveillance de Publicis.
D'accord. Un autre exemple. Vous avez en tête un grand patron? Albert Frère. Il est là. Il est. Il faut juste que je trouve la boîte. Comment? À gauche. À gauche. Suez Environnement. Alors, Suez, comme c'est en 2010, ils ont encore la fusion, enfin, la scission est relativement récente, donc il y a beaucoup d'interlocks entre eux. Et Frère, il est où Frère? Albert Frère. Ok. Donc Albert Frère, qui est un grand homme d'affaires belge, et qui, grâce à ses amis de BNP Paribas, contrôle une grande partie du capitalisme français. Si vous voulez, j'ai le réseau de la galaxie Pargésin, je vous la retrouverai, je vous le montrerai tout à l'heure si j'ai le temps. Et Albert Frère, il siège, oui, chez LVMH, chez GDF Suez, et c'est tout. Sinon, il y a Gérald de Frère qui siège, lui, chez Total. En principe, Gérald. À moins que si, je dois l'avoir quelque part. Bon, c'est pas grave. Chez Total et chez Lafarge, en principe. Gérald est le fils d'Albert Frère. Donc, on ne voit pas très bien, il faudrait que je refasse mes graphes, je suis désolé. Ça passe bien quand je les ai à l'écran, mais... Pardon? Ouais. Alors, c'est pas Lakshmi, je crois que c'est son fils. Ou ELS. Ah si, c'est Lakshmi, oui. Alors, oui, il a été invité chez ELS, absolument. Ce qui prouve que Mittal est en train progressivement d'être intégré. Parce alors là, j'ai pas le lien, il y a aussi François Pinault, le père de... Alors, comme il a plus de fonctions exécutives, enfin de fonctions de responsabilité au sein de PPR, je l'ai pas mis. Mais François Pinault siège au conseil d'administration de Mittal. Donc voilà, on intègre progressivement le nouveau venu. EDF et Michelin, oui, c'est... oui, mais c'est possible. Non, EDF et Air Liquide, c'est Benoît Potier. En fait, ce qui serait pour vraiment... Enfin, ces analyses-là, elles sont utiles au début, mais il faut vite s'en séparer parce que c'est une représentation graphique qui devrait au moins être, qui est en 2 dimensions, mais qui devrait être au moins en 3 dimensions, sur laquelle on pourrait devoir zoomer. Donc il y a des logiciels qui permettent ça, mais ce qui compte, c'est plutôt des tableaux et des mesures dont je vais vous parler par la suite. D'accord ? Mais ça, c'est bon, voilà, au début, c'est important. On a un milieu, quand on voit ça, on voit le milieu. Voilà. On voit qu'on a un milieu d'affaires, là, on est capable de l'objectiver. Bon, ceci dit, j'ai quoi? J'ai 200 personnes, alors que j'ai rentré au moins 800 personnes pour faire... oui, j'ai rentré au moins 800 personnes pour obtenir ça. Bon, si vous voulez, on reviendra dans la discussion sur les aspects proprement techniques qui sont super importants, mais moi, j'aimerais bien un jour faire une séance de séminaire rien que là-dessus, mais c'est pas... Bon, ouais. C'est pas encore... c'est pas tout à fait... Alors, de ce réseau-là, on en fait 2 réseaux. On fait un network, un corporate network, c'est-à-dire le réseau des entreprises, c'est-à-dire qu'on transforme les individus en liens. Et là, on a les liens directs entre les entreprises. C'est là-dessus que les interlocks travaillent essentiellement. Ils travaillent essentiellement sur les relations interfirmes. Et vous avez bien sûr le Elite Networks, le Individual Networks, pardon, excusez-moi, le réseau des individus. C'est difficile de s'abstraire d'une école de pensée qui n'est pas dans sa langue. Où là, ben voilà, là on a remplacé, les liens sont les entreprises. D'accord? Donc vous avez des personnes qui dominent, et c'est souvent des banquiers. Il y a toujours, quand même. Michel Pedro, là, c'est Michel Pedro qui est ici. Mestrallet, dont on avait dit, est là. Rüder, personne ne le connaît, mais c'est en fait un homme lige d'Albert Frère. Alors, maintenant qu'on a vu... Alors, il fallait que je vous parle des interlocking directorates au niveau national pour pouvoir vous parler des interlocking directorates au niveau transnational. Parce que, bien sûr, la sphère transnationale pose de nouveaux problèmes, et pour que je puisse tranquillement vous parler de ces nouveaux problèmes, il fallait que j'ai évacué déjà les problèmes qui sont propres à l'interlocking transnational. Tout de suite, 2 types d'analyses. Donc, je ne vais pas dire que ce n'est pas traditionnel dans les relations transnationales, mais presque. Vous avez d'une part ce qui relève des analyses comparées, c'est-à-dire on va comparer des réseaux nationaux les uns avec les autres, des milieux d'affaires
les uns par rapport aux autres. On va insister sur les types de capitalisme, par exemple un capitalisme de type franco-allemand, rhénan, opposé à un capitalisme anglo-saxon, c'est-à-dire qu'en fait les structures de réseau vont être différentes. Par contre, on n'a aucune information sur les relations entre les différents milieux nationaux. On n'a pas les relations transnationales. Ça, c'est un peu embêtant lorsqu'on veut faire des études transnationales. C'est que, justement, le caractère transfrontalier n'apparaît pas. Il n'y a pas de mesure. Et ça, c'est Stockman, Ziegler et Scott. En fait, il y a eu un projet qui a été lancé au début des années 80 de refaire ce qu'a fait FENEMA. FENEMA, qui est un Hollandais, tout ça en 82, qui a fait la première étude transnationale Interloc. Et ça n'a pas abouti parce que chaque équipe a travaillé dans son coin avec des méthodes un peu différentes et ils se sont retrouvés dans l'incapacité à la fin de pouvoir établir les liens entre les différentes études. Donc c'est resté une étude comparable. Et puis vous avez l'étude globale. Alors l'étude globale, c'est celle qui est... on étudie un seul et même réseau. On a une mesure des liens transnationaux, c'est-à-dire des liens entre les entreprises qui appartiennent à différents pays. Et là, on va s'interroger sur l'émergence d'une classe capitaliste transnationale. Alors, vous voyez, c'est un débat qui découle très directement de celui des années 70, avec des néo-gramsciens. Sauf que là, on va essayer de le mesurer. Et c'est FENEMA, Meinhard FENEMA, qui parle assez bien français d'ailleurs, grand lecteur de Bourdieu, même s'il n'en fait pas grand-chose, parce que c'est plutôt d'inspiration marxiste. Qui fait la première étude en 1982 et après il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien jusqu'en 2002. Il y a juste une étude d'un Américain qui s'appelle Lewin qui publie un espèce de truc. En fait, c'est un classeur avec des graphes et très peu de commentaires qui est disponible dans 2 bibliothèques aux États-Unis. J'ai réussi à l'avoir par internet bibliothèque, mais on n'en fait pas grand-chose en fait. Et il a publié ça en 1985. Et voilà, entre FENEMA et Lewin et 2002, c'est-à-dire un article de Carroll et FENEMA, il n'y a quasiment rien. Et par contre, depuis 2002, alors là, ça va dans tous les sens. Il y a énormément d'études d'interlocking transnationales. Alors, l'analyse comparée, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des analyses de réseau. C'est un peu ce que je vous ai montré tout à l'heure, sans les liens entre les entreprises de différentes couleurs. Et l'analyse globale, vous avez un réseau. En fait, que vous allez partitionner. Alors qu'est-ce que c'est une partition d'analyse de réseau? C'est que vous allez dire au logiciel de distinguer certains nœuds. Par exemple en les qualifiant. En qualifiant les nœuds blancs de français, les nœuds gris d'italien, les nœuds gris clair de belge, et il va les colorier pour les distinguer. Mais vous pouvez faire aussi des calculs à sortir de ça. Vous pouvez calculer, par exemple, le nombre de liens transnationaux par rapport au nombre de liens nationaux. Alors, les liens transnationaux, je les ai mis en rouge, il y en a 1, 2, 3, 4. Il y en a beaucoup moins que les liens nationaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc il y a un rapport environ de 1 à 2. On peut commencer à apprécier comme ça la force des relations transnationales par rapport aux relations domestiques. Donc c'est ça qui va être mis en œuvre essentiellement au départ par l'analyse de réseau transnational. Donc là, ici, je vous ai fait un tableau récapitulatif des principales études qui ont été menées, c'est-à-dire qui ont consisté, comme je viens de vous l'indiquer, à comparer le nombre de relations transnationales avec le nombre de relations domestiques et de regarder leur évolution sur 2 années différentes. Donc, FENEMA, en 1982, il avait pris 1970 et 1976, et vous voyez ces liens, les liens transnationaux passaient de 25% de l'ensemble des liens à 32%. Donc, quelle que soit l'étude, vous voyez une augmentation d'une année sur l'autre entre du nombre de liens transnationaux. Qui, par exemple, si vous prenez l'étude de Carroll 2010, on passe de 20% de liens transnationaux en 1996 à 31% en 2006. Pour la dernière, Burris et Stapel, on passe de 98. En 98, on a 17% de liens transnationaux. En 2006, on a 29%. Alors bien sûr, ces chiffres ne correspondent absolument pas les uns aux autres. Différents
Si ce n'est qu'il y a une tendance à l'augmentation pour différents motifs. Et par contre, tous s'entendent sur une chose, c'est que s'il y a émergence d'une communauté d'affaires transnationale, une classe capitaliste transnationale, celle-ci ne s'est pas substituée au milieu domestique. Les relations domestiques restent majoritaires, ce sont les plus importantes, c'est ça qui continue à structurer les milieux d'affaires, ce ne sont pas les relations transnationales. Donc il n'y a pas une communauté d'affaires transnationale qui se serait édifiée pour se substituer au milieu d'affaires domestiques. Personne ne l'observe. Donc ça contredit les positions marxistes les plus en pointe, hein, notamment, je pense, à comment il s'appelle, Robinson et Harris, en 2001, qui avaient soutenu l'émergence d'une classe capitaliste transnationale qui serait totalement détachée des États, ou même l'ouvrage de Scler, paru à la même époque. Excuse-moi, est-ce que tu peux juste préciser ce que vous entendez par transnational, par des liens transnationaux? Excusez-moi. Oui, c'est vrai que... Non, mais en fait, je vais y revenir derrière parce que c'est tout l'enjeu. C'est là où on peut avoir une discussion avec les internationalistes qui ne vont pas manquer de nous dire. Donc ça, c'est bien intéressant, M. Doudou, mais qu'est-ce que vous entendez par transnational? Bon, alors, parce que les études dont je vous parle entendent par transnational, c'est très simple. C'est-à-dire qu'elles considèrent que les entreprises ont une nationalité. Ça, bien sûr, on peut discuter. Mais elles considèrent qu'elles ont une nationalité. Donc on va regrouper ensemble les entreprises d'une même nationalité. C'est ici. D'accord? On va dire que là, on a 3 entreprises françaises. Et on va dire qu'un lien est domestique quand, en fait, 2 entreprises françaises partagent un administrateur. Même si cet administrateur est américain. Comme Félix Watkins, un américain, qui était au conseil d'administration de LVMH et de Publicis. Et bien on considère que là, c'est un lien domestique. D'accord? Non, mais si on rentre dans les détails, vous verrez que c'est plein d'arbitraires. Mais là, j'ai qu'une heure, donc je suis obligé d'aller un peu vite. C'est ça qui est intéressant, en fait, en même temps. C'est rentrer dans ces choix de recherche qui sont faits constamment. Mais on n'a jamais le temps d'entrer dans les détails. Mais donc, voilà. Ça, c'est très important. Nous, si on fait ce choix-là, quand un lien est fait par un étranger, et donc on considère que c'est quand même un lien domestique, c'est entre 2 entreprises, entre guillemets, de la même nationalité. Ça veut dire qu'il faut aller regarder la composition des conseils d'administration et l'internationalisation des entreprises aussi. Donc il y a d'autres mesures que la liste de réseau pour évaluer les phénomènes de transnationalisation. Il ne faut pas s'arrêter qu'à la liste de réseau. Je vous présente ça parce que c'est le contrat d'aujourd'hui, mais on s'arrête pas là. Donc ça, ces 3 liens sont des liens domestiques. On les retrouve ici. D'accord? Mais le lien entre, on va dire, LVMH et Generali, tenu par Vincent Bolloré, qui siège, non pas Vincent Bolloré, Antoine Bernac, qui siège au conseil de Generali et au conseil de LVMH, avant sa mort, et bien c'est un lien transnational. Parce que Generali, c'est un assureur italien, et LVMH, c'est une société française. Okay? Donc ça, c'est transnational. Donc, le nombre de liens transnationaux rouges sur le nombre de liens domestiques blancs, c'est jamais plus de 30%. Donc les liens domestiques sont toujours plus nombreux que les liens transnationaux. Au global, parce que justement, le but de ma présentation, c'est de vous dire que ça c'est très bien, mais ça ne suffit pas et qu'il faut. Voilà, je vais vous présenter les choses plus subtiles. C'est comme ça, hein. On va pas refaire le genre. Donc, ben voilà les principales difficultés que pose ce genre d'analyse. Tout d'abord, très fort écart de représentativité entre les pays. C'est-à-dire que toutes ces analyses, quasiment, ne prennent pas suffisamment en compte l'importance du nombre d'entreprises par pays. Par exemple, ils vont avoir une entreprise irlandaise dans le corpus et 100 entreprises américaines. Donc là, ça pose un problème parce que c'est plus des mises en relation de réseau de milieu d'affaires, parce qu'on n'a qu'une, 2 ou 3 entreprises par pays. Donc, première entreprise,
Premier problème, c'est que on ne cherche pas à mettre en relation des communautés domestiques. Donc c'est difficile de comparer du national et du transnational lorsqu'il n'y a pas de relation transnationale parce qu'il n'y a pas assez d'entreprises pour essayer d'avoir ne serait-ce qu'un embryon de milieu d'affaires domestique. Deuxième problème, l'évolution temporelle dans le temps. C'est-à-dire qu'on prend des classements, par exemple, de fortune, qui prend les 500 plus grandes entreprises du monde, et puis entre 1996 et 2006, on voit apparaître des pays émergents. Mais eux, ils ont très peu d'entreprises. Ils en ont 2-3 qui rentrent dans le classement de fortune. Mais ça n'empêche qu'on passe par exemple de 10 pays qui étaient représentés dans le classement de fortune à 20 ou 25. Mais mécaniquement, les liens transnationaux, ils augmentent. Donc comment on contrôle ça? On ne contrôle pas pour l'instant. Deuxième problème, oui, c'est le problème de fond, c'est la nationalité des firmes. Quelle nationalité pour des firmes par essence multinationales, pas par essence, qui sont à 99% des multinationales? On retombe dans le problème de Kieran et Nan, en 1972, qui ont relancé le transnationalisme autour de cette problématique, c'est-à-dire des acteurs transnationaux. C'est-à-dire qu'ils ce n'étaient pas des États, mais avaient un rôle sur la scène internationale. On n'a toujours pas trouvé le moyen de donner une nationalité à une firme, parce que le siège social est un piège mortel. EADS, son siège social est où? Quelqu'un le sait? Non. Non, mais en Allemagne, à la limite, pourquoi pas? C'est une entreprise franco-allemande, enfin, franco-ibéro, britanno-allemande. Hein, si on regarde les intérêts, why not? Elle est aux Pays-Bas. Enfin, il est aux Pays-Bas, pardon, le siège. Alors que les Hollandais sont très très loin. Donc, toutes les études dont je vous ai parlé mettent EADS comme boîte hollandaise. C'est un problème. Dernier problème, la faiblesse des outils de mesure. C'est ce que j'essaie de vous dire à l'instant. On ne prend pas en compte les variétés d'intégration transnationale. Toutes les entreprises ne sont pas connectées à d'autres entreprises étrangères, entre guillemets, de la même manière. Il y en a qui ont des relations très très fortes, d'autres qui n'ont pas du tout de relations. Mais je vais aller plus loin, c'est que toutes les entreprises d'un même pays ne sont pas connectées de la même manière à l'international. En plus, la signification de la connexion dépend de la nature de la connexion au niveau national. Si vous avez un réseau national qui est très lâche, eh bien, vous pouvez avoir des relations transnationales qui ne sont pas très importantes, mais qui sont équivalentes à celles du réseau national. Et ça n'a pas la même signification qu'un réseau national très très dense, avec des relations très très fortes en interne, et qui a le même niveau de relations transnationales. Je vais vous en parler tout de suite avec la France et la Belgique. Donc, voilà, les études, les interlocuteurs transnationaux, pour l'instant, n'arrivent pas à prendre en compte la variété des situations, et notamment les phénomènes d'intégration bilatérale et différenciés suivant la structure interne et les relations transnationales. Alors la méthode, nous on a développé une méthode. Quand je dis nous, je vous présenterai rapidement la recherche juste après. Je travaille pas tout seul, je travaille avec Antoine Vion qui est maître de conférence au LEST, Aix-Marseille, Éric Grémont qui est économiste, et plus occasionnellement aussi avec Hervé Joly qui est historien. Donc nous on a repris la définition de Mizrouki, et on l'a transformée, on a juste rajouté qu'un lien transnational, un lien interlocuteur transnational existe quand une personne affiliée avec une autre quand une personne affiliée à une firme ancrée dans une communauté d'affaires siège au conseil d'administration d'une autre firme qui elle-même est ancrée dans un autre milieu d'affaires. Donc en fait, notre point d'entrée, ce sont les milieux d'affaires. On postule, c'est ça notre arbitraire, qu'il y a des milieux d'affaires, on va dire, domestiques, qui existent sur une base nationale. Alors vous allez me dire, et donc on va construire notre corpus là-dessus. C'est-à-dire qu'on va choisir de mettre dans notre corpus un certain nombre de milieux d'affaires, et on va étudier les relations entre ces milieux d'affaires. Alors vous allez me dire, oui, mais comment vous l'identifiez, votre milieu d'affaires? Puisqu'on se sert justement de l'analyse de réseau pour identifier
ce milieu. Il y a une tautologie dans la démarche. Oui, sauf qu'on travaille sur des réseaux complets. Or, un réseau complet démarre sur un arbitraire, c'est-à-dire le corpus initial. Mon arbitraire, notre arbitraire, mon réseau complet initial, ce sont les entreprises qui composent un indice boursier. Par exemple, les entreprises du CAC 40, les entreprises du DAX 30, les entreprises du MIB, etc., etc. C'est un arbitraire, mais en fait qui se justifie. Alors, on va le voir, j'essaierai de vous en parler un petit peu tout à l'heure, qui se justifie. C'est vrai que si vous prenez le CAC 40, je l'ai montré tout à l'heure, vous voyez qu'il y a des relations. C'est un réseau qui est dense. Donc dès qu'on fait l'analyse de réseau sur ces entreprises, isolément c'est dense. Or, ce réseau tend à s'effondrer, à diminuer tendanciellement à mesure qu'on sort du CAC 40. C'est-à-dire, si vous prenez le SBF 120, eh bien, le réseau est beaucoup moins dense. Pardon, le SBF 120, c'est l'indice qui vient juste après l'indice CAC 40, c'est-à-dire c'est les 120 plus grandes entreprises de la Bourse de Paris, donc qui comprend le CAC 40, les 40 plus grosses, plus 80 autres. Voilà. Et là, le réseau tourne. Alors, il y a aussi une mécanique, c'est que plus il y a de nœuds dans un réseau, moins la densité est forte. Mais il tombe très 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 vite. Ça, c'est un papier qu'il faut que j'écrive, effectivement, il faut qu'on écrive pour montrer que c'est pas propre qu'à la France, on retrouve ça dans d'autres pays, c'est-à-dire plus les entreprises sont grosses, plus elles ont tendance à être interconnectées. Il y a d'autres mécanismes qui expliquent cela, c'est aussi l'affaiblissement du capitalisme familial à mesure qu'on est important. Il y a plein de choses sur lesquelles je ne veux pas revenir tout de suite. En tous les cas, voilà, je veux bien discuter avec vous. On part. Faut bien, lorsqu'on étudie les réseaux complets, il faut partir de quelque chose. Nous, on part des indices boursiers. D'autre part, il faut définir un corpus stable en nombre d'entreprises et en nombre de pays d'une année sur l'autre. Hein, si on veut comparer une évolution, il faut qu'on ait à peu près le même nombre d'entreprises et il faut qu'on ait le même nombre de milieux d'affaires. Hein, parce que si on tombe dans les apories dont je vous ai parlé précédemment, son nombre de pays. Ensuite, quels outils d'analyse développer pour essayer de raffiner un peu l'analyse des phénomènes transnationaux. Tout d'abord, l'ancrage national, comment on va le mesurer? Là, on va le mesurer par la densité, c'est-à-dire le nombre de relations qui existent au sein du milieu d'affaires considéré. Et on va les comparer les uns par rapport aux autres. Deuxièmement, l'internationalisation de ce milieu d'affaires. C'est-à-dire, on va prendre le pourcentage de liens transnationaux. Par exemple, c'est le nombre de liens transnationaux qu'entretient ce milieu d'affaires, le milieu d'affaires blanc, là, c'est-à-dire 2 liens, sur le nombre de relations domestiques, 3 liens. Donc là, c'est 2 tiers, on va dire c'est 66%. Pardon, 3, 2, ah non, 3. Donc là, c'est 100%. D'accord? Donc il est autant ouvert, il est ouvert sur l'international à 100%. Non, pardon. C'est pas ouverture, c'est l'internationalisation. Donc, il a une internationalisation de 100%. C'est-à-dire qu'il a des relations transnationales qui correspondent exactement à ces relations nationales. Donc, en fait, il n'y a pas de distinction entre la sphère nationale et transnationale du point de vue du nombre de liens. D'accord? C'est la Belgique, ça? Non, la Belgique, en fait, a moins de relations avec elle-même qu'avec la France. Depuis 2008. Non, mais c'est un résultat d'enquête. En fait, en 2005, 2006, 2007, la Belgique a plus de relations avec elle-même qu'avec n'importe quel autre. En général, en 2008, elle a plus de relations transnationales qu'avec elle-même. Et parmi ces relations transnationales, elle a plus de relations avec la France qu'avec elle-même. Donc c'est pas lié à la pluralité linguistique. C'est lié à la... C'est lié au fait que le capitalisme français a bouffé le capitalisme belge depuis très très longtemps. Et c'est lié en fait à l'affaire de la Société Générale de Belgique. Ça remonte à ça en fait. Donc, ça remonte d'une part à... Pardon? Comme c'est 2008, forcément c'est lié à la faillite de Dexter. Non, ce qui s'est passé en 2008, c'est plutôt la montée des serruriers au sein de Lafarge qui a obligé Albert Frère à monter au capital de Lafarge avec BNP Paribas, c'est plutôt ça. D'accord. Donc,
L'internationalisation, en fait, c'est une comparaison de liens. L'ouverture, c'est le nombre d'entreprises au sein de l'indice qui entretiennent des relations transnationales. Parce que toutes les entreprises d'un même milieu d'affaires n'entretiennent pas forcément des relations transnationales. Parfois, il peut y en avoir que 10%, 20 ou 30. Voilà. On fait le calcul en tout cas. On va mesurer en fait l'ouverture du milieu par le nombre d'entreprises qui entretiennent des relations internationales. Et enfin, l'intégration bilatérale, ben, c'est ce dont je viens de vous parler avec la Belgique. C'est-à-dire, vous pouvez avoir des relations transnationales très importantes, mais en fait avec que quelques pays, ou un en particulier. Par exemple, en 2008, quand la Belgique a la quasi-totalité de ses relations transnationales avec la France, elle n'en a aucune avec les Italiens. Avant, elle en avait pourtant, mais là, elle n'en a plus. Donc voilà, c'est ça qu'on appelle raffiner en fait la mesure du transnational. Ben voilà, maintenant on arrive au machin, au résultat. Un quart d'heure environ, 10 minutes. 10 minutes. Donc c'est une recherche qu'on mène de manière collective, et notre but était effectivement d'essayer de saisir l'intégration sociale de la zone euro, enfin l'intégration sociale des dirigeants, des milieux économiques dirigeants de la zone euro. Alors le corpus, là le corpus c'est le suivant. En fait on fait des analyses longitudinales, c'est-à-dire qu'on analyse notre corpus année après année. Alors je viens de terminer 2010, donc maintenant on va jusqu'en 2010. J'ai pas encore fait les traitements, donc je vous prie de m'excuser. On les a que jusqu'en 2008. Donc on a environ 2000 individus par an, c'est-à-dire ce sont des administrateurs ou des dirigeants exécutifs ou administrateurs. C'est le cas pour les sociétés allemandes où il y a un conseil de surveillance et un directoire. Vous avez environ 150 firmes par an qui ont été étudiées, c'est souvent les mêmes, mais il y a un turnover. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est le milieu d'affaires, y compris dans ces changements. Donc, je veux bien revenir sur le fait que les indices évoluent dans leur composition, c'est important. Et là, c'est le nombre d'entreprises par indice qu'on a examiné. Alors, vous voyez que c'est hétérogène là aussi. C'est une composition d'indices. On a des indices petits, des indices très élevés, mais on est dans des tailles à peu près comparables. Ça varie du simple au double environ, c'est à peu près comparable. Là aussi, il y aurait des précautions à prendre. Donc voilà les représentations. Je vais passer vite. Donc ça, c'est... Vous avez exclu 2 entreprises du CAC 40. Ouais. 3 plutôt. 3, 2 et 3. On exclut ArcelorMittal parce que Arcelor, son siège maintenant est aux Pays-Bas. Au Luxembourg. Ils sont cotés au Luxembourg, en France, aux Pays-Bas, à New York. Donc ils n'appartiennent pas nécessairement au CAC 40. Et puis, à l'époque, en 2006, l'ArcelorMittal était invité dans aucun board. Donc on avait du mal à le rattacher. Aujourd'hui, on le rattacherait plutôt au CAC 40. En fait, il est plutôt inséré dans le CAC 40 que partout ailleurs. Mais à l'époque, on ne savait pas trop quoi en faire, donc on l'a retiré. Et puis les deux autres, c'est Dexia. On a mis Dexia en Belgique. Ça, c'est un art. Comme à l'époque, le dirigeant était un Belge, on a Dexia en Belgique. Et c'est vraiment c'était, parce que Dexia n'existe plus, une vraie boîte franco-belge. Et ST Microelectronics, on a mis en Italie pour la même raison. C'est aussi une vraie boîte franco-italienne. C'est-à-dire, quand je dis des vrais, c'est-à-dire qu'on tente de respecter une parité dans la nationalité des organes de direction. Et comme il faut faire un choix, on a pris la nationalité du PDG. Tout simplement. Mais ça, je veux bien en discuter aussi. Je ne pense pas que ça change radicalement les résultats, mais effectivement, ce sont des arbitrages qu'on est obligé de faire parce que la technique ne nous permet pas d'avoir une entreprise dans 2 indices différents parce qu'on aurait des liens artificiels qui seraient créés. Donc voici le réseau pour 2007, de 2005 à 2000. Il évolue assez peu, si ce n'est que, effectivement, la Belgique, le BEL, cesse quasiment d'exister en réseau autonome. Donc ici, on a les Allemands. Ce qui est important, peut-être, c'est de noter la taille des nœuds, c'est la centralité de degré. C'est le nombre de liens qu'une entreprise entretient avec toutes les autres. Donc plus le nœud est important, plus l'entreprise a une centralité de degré importante. Ce
qui est significatif, c'est de voir que vous avez beaucoup, Mediobanca, Generali, Unicredit, BNP Paribas, AXA, Allianz. Voilà, vous avez quand même, parmi les entreprises les plus centrales, ça se vérifie quand on fait des mesures plus précises, une domination, une centralité prononcée des financières. Hein, les institutions financières tendent à être plus centrales que les autres. Ça, c'était observé depuis le début du XXe siècle. Même si ça diminue, cette centralité n'a toujours pas disparu. Si ce n'est peut-être aux États-Unis. Je passe à la principale. Alors là, je vous parlais des mesures dont je vous ai parlé tout à l'heure pour apprécier cette transnationalisation. Tout d'abord, on a des réseaux domestiques nationaux qui sont pas tous structurés de la même manière. Alors, vous avez des réseaux qui sont plus ou moins denses. Le nombre d'interlocks sont surtout développés au sein du DAX, en Allemagne. C'est en Allemagne que les réseaux d'administrateurs, en fait, sont les plus développés. Ce n'est pas en France que la consanguinité est la plus forte, c'est en Allemagne. Ensuite, vous avez la France qui arrive en deuxième position, qui est relativement stable. La Hollande, en orange, qui chute. Et la Belgique qui chute. Il n'y a que le MID qui est aussi relativement stable, mais qui est très bas. C'est-à-dire la cohésion italienne est très basse. Ceci dit, en Italie, il y a un facteur qu'on n'a pas pris en compte, qui est le facteur familial. Il y a beaucoup plus de familles. Moi, je le vois, j'ai beaucoup plus, par exemple, d'homonymes dans les conseils d'administration. Ça ne veut peut-être rien dire, j'en sais rien, mais il y a peut-être un rôle des familles à l'extérieur des conseils d'administration que je n'ai pas encore réussi à évaluer et qui peuvent être aussi un facteur de cohésion. Donc, la faiblesse relative du réseau italien en vert s'explique peut-être par des modes de socialisation qui échappent à la mesure de l'interlocuteur. Et en bleu, c'est le réseau global. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vos réseaux nationaux, même s'ils tendent à diminuer en intensité, ça c'est une tendance qui n'est pas propre à l'Europe. Hein. Tous les milieux d'affaires tendent à disparaître. Enfin, à cesser d'être structurés par des relations entre conseils d'administration. Aux États-Unis et en Angleterre, ils ont atteint des niveaux de densité qui sont très faibles, qui sont aux alentours de 7%. On voit en tous les cas que là où les relations sont les plus denses, c'est au niveau domestique. Ce n'est pas au niveau global. Alors l'internationalisation, là je vous rappelle, c'est le nombre de liens vis-à-vis de l'international par rapport au nombre de liens domestiques. On se rend compte qu'un pays entretient plus de liens transnationaux que de liens domestiques, c'est la Belgique, enfin, les sociétés du Belge. Qui était un peu plus de 100% en 2005 et qui à partir de 2007 explose significativement. On voit aussi les liens hollandais, l'internationalisation des sociétés hollandaises qui augmente, alors que les sociétés françaises sont à moins de 40%, enfin les trois gros indices, CAC, France, Allemagne et Italie, sont en dessous de 40% d'internationalisation, et ça stagne, ou diminue, ou augmente un tout petit peu. Donc, en fait, les trois gros indices sont relativement peu internationalisés. L'ouverture, ça c'est le nombre d'entreprises qui entretiennent au moins un lien transnational, et bien c'est pas les Belges, non, c'est les entreprises du CAC 40. Donc vous voyez, l'internationalisation n'est pas forcément corrélée à l'ouverture. C'est parce que vous êtes un milieu d'affaires très fortement internationalisé que vous avez beaucoup d'entreprises qui entretiennent des liens transnationaux. La Belgique, toujours faible. La Belgique. Vous voyez, en fait, l'Italie est un milieu vraiment un peu à part. Dernier tableau qui est relativement important, sur lequel je vais passer très très vite, c'est en fait, il faut lire de la ligne, il faut croiser en fait les lignes avec les colonnes. Ça indique le pourcentage de relations qu'un indice entretient avec un autre. En l'occurrence, si je me mets en 2008, le BEL entretient 102% de ses relations domestiques de ses relations avec le CAC 40. D'accord? C'est-à-dire que si je en fait, il entretient 43 relations avec le CAC 40, il entretient 42 relations en interne, donc 43 sur 42 en pourcentage, ça fait 102%. C'est-à-dire que les relations entre le BEL
Et le CAC 40 en 2008 représente 102% des relations intermondiales. Alors, je vous ai mis en rouge les indices avec lesquels chaque indice est le plus souvent en relation. Il y a deux informations importantes. C'est que c'est systématiquement avec le CAC 40 que les indices sont le plus fortement connectés. Donc il y a une centralité de la France, pour l'instant je ne l'explique pas, mais qui est là. Deuxièmement, en 2005-2006, le CAC et le BEL étaient les entreprises, enfin, le CAC était plus fortement connecté avec le DAX, c'est-à-dire qu'avec les Allemands. C'est-à-dire que l'indice allemand était vraiment l'indice de prédilection des sociétés françaises. À partir de 2007, ça devient la Belgique. Donc là aussi, il y a un switch. Alors je termine très rapidement maintenant. Là, c'est une analyse par clustering, par classification. C'est un algorithme qu'a développé un statisticien de Paris 1 qui travaille beaucoup avec les sciences sociales, avec les historiens de Paris 1, etc. Et voilà, c'est un clustering qui est très intelligent. Je reviendrai à une discussion parce que là j'ai vraiment plus le temps pour vous expliquer dans le détail comment ça marche. Mais là, en fait, on laisse de côté la partition par nationalité. Il va juste rassembler dans différentes classes les entreprises en fonction de leur affinité, on va dire. Leur affinité en termes de liens. En fonction de leur proximité en termes de liens, c'est-à-dire les liens qu'elles ont en commun, mais en même temps les liens qu'elles n'ont pas en commun avec d'autres. Donc ça, on va mesurer à la fois les effets d'inclusion et d'exclusion. En 2005 et 2006, on a à peu près la même structure. Grosso modo, c'est quoi? C'est un cœur du CAC 40 représenté par trois entreprises qui sont BNP, Paribas, Saint-Gobain et Suez, avec un cœur du MIB, qui comporte 14 sociétés du MIB, par contre, beaucoup. Un cœur du DAX, qui comporte 7 sociétés du DAX, Allianz, E.ON, Siemens, ThyssenKrupp, Lufthansa et Volkswagen. Et ce cœur est très interconnecté. C'est-à-dire que là, par exemple, vous avez 95% des relations qui sont 95% des entreprises de chaque bloc qui sont interconnectées les unes aux autres. C'est-à-dire qu'en fait, ça, c'est quasiment deux classes. C'est quasiment une seule et même classe. Et pourquoi le logiciel ne les a pas mis ensemble? Parce que ces entreprises-là sont aussi très connectées au reste du DAX 30, alors que les trois entreprises françaises ne sont pas du tout connectées au reste du DAX 30, mais très connectées au reste du CAC 40. C'est pareil pour l'Italie, qui est très connectée, enfin, relativement connectée avec le CAC et le DAX, et aussi avec les entreprises périphériques. Donc, les flèches, ici, qui sont en fait les flèches sur elles-mêmes, indiquent la densité au sein de la classe, et les flèches entre les blocs indiquent le nombre de la densité, entre guillemets, le nombre de relations existantes sur le nombre de relations possibles entre les blocs. Donc ça permet, ça c'est une nouvelle représentation des relations transnationales. Voilà comment on peut représenter la structure. Alors pourquoi c'est intéressant? Parce que en 2007, ça explose. C'est-à-dire le cœur qu'on avait ici, qui tenait en fait par Jean-Louis Beffa, PDG de Saint-Gobain, et par Gerhard Krohm, président du conseil de surveillance de ThyssenKrupp, puis ensuite de Siemens. Eh bien, ce lien, Gerhard Krohm abandonne plusieurs de ses mandats, notamment au sein du CAC 40. Parce que ça, je ne vous l'ai pas dit, je n'aurai pas le temps de vous le dire, je vous le dis maintenant, ces relations transnationales tiennent autour de 70 individus par an. Tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est 70 individus qui les portent. C'est rien du tout. Et quand certains d'entre eux, notamment les plus importants, abandonnent leur fonction, et bien c'est toute la structure qui est modifiée. Et là, à partir de 2007, les relations, alors c'est pas le même réseau, hein, attention, enfin c'est le même réseau, mais c'est pas la même configuration. Mais le cœur qu'on avait ici, entre une poignée d'entreprises allemandes et françaises avec des entreprises italiennes, et bien ce cœur disparaît. Ce cœur disparaît et il ne réapparaît pas, en tous les cas jusqu'en 2010. Donc pour conclure rapidement là-dessus, c'est qu'on a une transnationalisation à géométrie variable lorsqu'on étudie les milieux d'affaires européens.
On a une centralité des milieux d'affaires allemands, français et italiens qui tendent en fait à absorber une périphérie, composée ici uniquement par les Pays-Bas et la Belgique. Et dans cette absorption de la périphérie par le centre, on a aussi une désagrégation du centre. C'est plutôt décentre. Il n'y a pas d'intégration des milieux d'affaires européens. On est plutôt dans une phase de désintégration. Et ça peut faire écho à d'autres travaux sur l'orientation des entreprises allemandes vers l'Est ou d'autres choses. Donc, j'ai pas le temps. Là, je voulais vous présenter les individus qui font justement ces relations. Mais on n'a pas le temps. Donc, je vais juste passer à la conclusion. Alors, qu'est-ce que peut apporter l'analyse de réseau appliquée aux phénomènes transnationaux? Alors, de mon point de vue, du point de vue très restrictif de mon objet que sont les milieux d'affaires, tout d'abord, Tilly disait on reste toujours prisonnier de l'État. Et c'est vrai que lorsqu'on fait des relations internationales ou transnationales, il y a toujours à un moment ou à un autre une référence au moins à la frontière, donc à l'État. Je pense que l'analyse de réseau permet de s'émanciper un petit peu. En tous les cas, de s'émanciper un peu des représentations qui seraient par trop étatiques. Ça fournit des outils efficaces pour mesurer le transnational. Enfin, ça permet de mettre à jour justement des structures, notamment cette évolution des relations entre les milieux d'affaires européens. Voilà, je vous remercie, j'espère que je n'ai pas été trop long.